Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Denise du bord de l'eau, un film radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Jacques de Crest, avec Michel Piccoli, Paul Leperson, Pierre Delbon, Martine Sarcey, Henri Poirier, Georges Aminel, Germaine Kerjean, Jean-Jacques Aslanian. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Robert Lavoignat. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Asseyez-vous, monsieur Danser, je vous en prie. Merci, monsieur le commissaire. Ah non. Non, écoutez, puisque vous avez désiré me voir chez moi plutôt qu'au Quai des Orfèvres, profitons-en pour laisser également mon titre, voulez-vous? D'ailleurs, j'ai cru comprendre que votre démarche n'avait rien d'officiel. Oui, en effet, monsieur, je ne pense pas qu'elle pourrait l'être. Et même, je crains terriblement de vous faire perdre votre temps. Non, mon métier est de trouver parfois quelque chose d'utile au milieu de beaucoup de temps perdu, cher monsieur. Par conséquent, soyez sans scrupule. Une cigarette? Merci beaucoup. Voilà, Oui? C'est vraiment très difficile, je ne sais pas où commencer. Ma démarche, en vérité, ne me concerne pas directement. Je suis plutôt en quête d'un conseil. Eh bien, nous allons voir si je peux vous le donner. Et puisque vous n'êtes pas directement en cause, peut-être pourriez-vous me dire, pour commencer, de qui il s'agit? Il s'agit d'une jeune fille, monsieur. Ah. D'une jeune fille que je connais. Et qui, probablement, a été le témoin d'un crime. Oui, je dis probablement, car en fait, elle n'en a jamais parlé à personne. Même pas à vous? Même pas à moi. Autrement dit, il s'agit d'une simple hypothèse de votre part. Oui. Mais il m'a fallu bien du temps pour y arriver. Et je vous assure que je n'ai pas pour habitude d'échafauder des romans. J'en suis persuadé, rassurez-vous. Venons-en plutôt à votre crime, et dites-moi dans quelles circonstances il aurait été commis. Je ne sais pas, monsieur. La jeune fille dont je vous parle est tellement secrète que je n'ai pu obtenir encore le moindre détail. Diable! Mais votre conviction doit bien reposer sur quelque chose, cependant. Oui et non, monsieur. C'est précisément ce qui est difficile à expliquer. Non, la seule chose dont je sois absolument certain, c'est que cette jeune fille est au centre d'un mystère. Et qu'elle a peur. Non, pas une peur panique, notez bien, mais... Non, un instant. Écoutez, si cela ne vous fait rien, je préférerais que nous commencions par quelques détails précis. Comment s'appelle cette jeune fille? Je ne sais pas, monsieur. Vous ne savez pas? Non. Oui, vous devez penser à une histoire de fou, mais... oui... Non, c'est presque la même chose, d'ailleurs, dans un sens. C'est une histoire d'amour, tout simplement. Ah, bon. Eh bien, pourquoi n'avoir pas commencé par là? Donc, vous êtes amoureux d'une jeune personne dont vous ignorez le nom. Bon. Mais peut-être connaissez-vous son prénom? Uniquement pour l'avoir entendu dans la bouche de sa jeune sœur. Oui, elle s'appelle Denise. Bien, Denise. Où habite-t-elle? Au bord de l'eau, dans une petite maison tout près de l'île Adam. Lorsque je pense à elle, c'est-à-dire constamment, je l'appelle Denise du bord de l'eau. Denise du bord de l'eau. Eh bien, mais je ne pense pas qu'il existe patronyme plus charmant, monsieur Danser. Et comment l'avez-vous connue? En me promenant l'été dernier. Elle était assise au bord de la rivière, non loin de sa maison. Nos regards se sont croisés durant une seconde et j'ai su immédiatement que je n'oublierai jamais ces yeux-là.
Je suis repassé tous les jours, osant à peine la regarder. Et sans jamais m'arrêter. Et puis les mauvais jours sont arrivés et je ne l'ai pas revue de tout l'hiver. Pourtant, elle devait bien sortir pour... Non. Non, des fournisseurs passent chaque matin et c'est sa jeune sœur qui fait les autres courses. Elle ne sort pour ainsi dire jamais. Pas même avec ses parents? Sa mère est morte. Il y a un peu plus d'1 an. Quant à son père, il voyage, à ce que j'ai cru comprendre. Il ne passe guère dans la maison qu'1 ou 2 jours par mois. Mais quel âge a donc votre Denise du bord de l'eau, monsieur Dansaert? Exactement, je l'ignore. Elle doit avoir aux alentours de 20 ans, peut-être plus, peut-être moins. Il y a dans son regard quelque chose d'indéfinissable et qui la fait paraître à la fois très jeune et... Pardonnez-moi, je suis complètement ridicule. Mais être troublé par des yeux de 20 ans, ce n'est jamais ridicule. Continuez, je vous en prie. Eh bien, avec les premiers beaux jours, elle est revenue s'asseoir au bord de l'eau. Grâce au temps passé, je n'étais plus tout à fait un inconnu. Je me suis enhardi jusqu'à lui adresser la parole. Alors, depuis, nous nous retrouvons tous les jours au bord de la rivière et nous échangeons un mot de ci de là. Je pourrais rester des heures à la contempler et son mutisme ne me gênerait pas. Seulement, il y a ses yeux où je lis une angoisse constante. Elle semble comme écrasée, hantée par un souvenir. Mais pourtant, je suis certain qu'elle ne voudra jamais se confier à personne. Lui avez-vous dit que vous l'aimez? Oh non, monsieur, non. Nous n'en sommes pas là. Je n'ose même pas espérer y parvenir un jour. Quel âge avez-vous, monsieur Dansaert? 23 ans, monsieur. Ah. J'espère ne pas vous offenser, mais vous êtes un étrange garçon. À vous entendre, on ne se croirait vraiment plus, mais plus du tout, en 1961. Oui, c'est bien ce que je disais, vous me trouvez ridicule. Oh non, mais non, surtout pas. Écoutez, ne croyez pas cela. Mais dites-moi, si ce n'est pas trop indiscret, que faites-vous donc dans la vie qui vous permette de passer tous vos après-midi au bord de l'eau? Je suis ingénieur et je travaille dans une usine électrique. Et depuis que j'ai rencontré Denise, j'ai demandé à être affecté en permanence au service de nuit. Ah bon? Et vous dormez? Le matin, de 5h à midi. Parfait, parfait. Donc vous pensez que Denise a été mêlée à un drame quelconque et que peut-être une menace pèse encore sur elle. Mais n'avez-vous vraiment pas la moindre idée quant à ce que pourrait être ce drame? J'en ai bien une. Mais elle est tellement monstrueuse que j'ose à peine l'énoncer. Et puis d'ailleurs, elle ne repose absolument sur rien. Dites toujours. Bien, à force de ne rien trouver, j'en suis arrivé à me demander comment était morte la mère de Denise et si ce n'est pas le père qui l'aurait tuée. Et cette idée vous est venue comme ça, hein? Uniquement parce que vous croyez à un drame? Oui. Peut-être est-ce complètement stupide, il peut très bien s'agir de toute autre chose, mais je suis certain qu'il y a quelque chose. Vous ne me croyez pas? En ce qui concerne vos sentiments et votre propre angoisse, je suis parfaitement convaincu, cher monsieur. Maintenant, pour ce qui est du crime, si crime il y a, il faudra évidemment y aller voir d'un peu plus près. N'en avez-vous pas les moyens? Oui et non. Se renseigner sans en avoir l'air, ce n'est pas toujours chose facile. Et je ne vois rien qui me permette d'enquêter ouvertement. Alors, vous ne pouvez rien? Attendez. Votre histoire me touche. Et je vous avouerai que vous avez même réussi à piquer ma curiosité. Seulement, avant de vous donner un conseil et de vous promettre quoi que ce soit, il me paraît indispensable de me rendre compte par moi-même. Vous comprenez? C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous allons monter un petit complot. Un petit complot qui me fera rencontrer, comme ça, par hasard, votre charmante Denise du bord de l'eau. Allô, oui, commissaire Gilles, j'écoute. Bonjour, monsieur le commissaire, Adrien Dansaert. Ah, monsieur Dansaert, bonjour, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que notre complot est à l'eau, monsieur. Alors bon. Et quelle est donc la raison de ce naufrage? Et voilà,
Ça a été plus fort que moi, monsieur. Je n'ai pu supporter l'idée de tromper Denise. Oui. Alors hier après-midi, je lui ai tout avoué. Mon amour pour elle, mes craintes et la rencontre imprévue que nous avions préparée. Eh bien, décidément, lorsque vous décidez de parler, vous ne faites pas les choses à moitié. Hein? Et comment furent accueillis tous ces aveux? Sans trop de surprise pour ce qui est de mes sentiments, mais avec contrariété en ce qui vous concerne, monsieur, enfin du moins au premier abord. Et par la suite? Elle n'a pas répondu à mes questions. Mais elle m'a laissé entendre qu'elle ne refuserait pas de vous recevoir. À condition que votre visite ne soit pas officielle, bien entendu. Bon, eh bien, dans ce cas, je vais essayer d'avoir un congé pour cet après-midi. Et comme j'ai toutes les chances de l'obtenir, je vous demanderai de ne pas paraître aujourd'hui à l'Isle-Adam, voulez-vous? Oui, oui. Je préfère rencontrer seule mademoiselle Denise. Rappelez-moi demain, hein, monsieur Danser. Au revoir. Au revoir. Je suis navrée que vous vous soyez dérangé, monsieur le commissaire. J'ai accepté sans trop réfléchir la proposition de monsieur Danser, mais je le regrette. Pourquoi donc, mademoiselle? Parce que j'ai bien peur d'être la victime de mon esprit trop romanesque, tout simplement. Je ne suis pas tellement certain que cela soit un défaut. Les jeunes filles d'aujourd'hui le sont de moins en moins et je trouve que c'est dommage. Monsieur Danser m'avait parlé aussi de votre indulgence, je vois qu'il n'a pas menti. Néanmoins, je préfère ne pas abuser de votre temps. Ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que j'ai toujours vécu dans cette maison, passablement à l'écart du monde. La raison en fut tout d'abord la mauvaise santé de ma mère. Mais il faut croire que ça convenait à mon tempérament, car depuis que j'ai eu le malheur de la perdre, je n'ai pour ainsi dire jamais bougé d'ici. Je vous comprends d'autant mieux que j'ai moi-même fort peu de goût pour les bruits et les lumières de la ville, mademoiselle. Mais je me trouve bien ici. La vie est simple et facile. La maison est à moi. Ma mère m'a laissé quelque argent et je possède assez d'anglais pour travailler à certaines traductions. D'autre part, ayant la charge de ma jeune sœur, mon père m'aide encore très largement. Oui. Monsieur, votre père ne vit pas avec vous, je crois. Non. Non, j'avais 11 ans à peine lorsqu'il a commencé à voyager et à ne plus paraître que très rarement à la maison. Sans doute vais-je vous étonner, mais je n'ai jamais cherché à connaître la vérité à propos de ce départ. Mon père a toujours été pour moi un être merveilleux. Il adorait ma mère et elle passait son temps à le défendre lorsque nous nous plaignions de son absence. Après sa mort, il parlait de tout quitter, de s'installer à nouveau ici. C'est moi qui l'en ai dissuadé. Pourquoi? Je sais pas très bien. Je pense que sa vie est ailleurs. Mais je ne suis pas certaine que ce soit une vie heureuse. Il nous comble de cadeaux, ma sœur et moi, et il s'efforce de paraître gai, sans toujours y parvenir. Puis-je vous demander de quoi est morte madame votre mère, mademoiselle? D'un arrêt du cœur. Elle avait une insuffisance mitrale depuis sa naissance, mais ce n'est qu'il y a 5 ans que son état s'était sérieusement aggravé. Il y a 13 mois, elle est rentrée très fatiguée d'un court voyage. Elle s'est couchée aussitôt et elle s'est endormie paisiblement pour ne plus se réveiller. Est-ce que quelque chose vous a paru anormal lors de cette disparition? Oh non. Non, ma mère se savait condamnée et m'avait préparée depuis longtemps à ce malheur. De même que les médecins, d'ailleurs. Pourtant, j'ai l'impression que quelque chose vous trouble. Oui, mais encore une fois, je suis sans doute victime de mon imagination. Ce malaise dont vous a parlé M. Danser est né d'un seul fait précis et de quelques coïncidences. J'avoue que j'en suis un peu obsédée, mais ce doit être l'effet de mon isolement. Peut-être ai-je tort de vivre ainsi. Le mieux serait, je crois, de commencer par ce fait précis dont vous parlez. Si vous avez encore le moindre scrupule, je vous rappelle que je ne suis pas ici à titre officiel. Et même si vous le pouvez, je vous demanderai de me considérer plutôt comme un ami. Oh, quant à cela, je crois que je n'aurai pas grand mal. Vous êtes tout à fait charmante, mademoiselle, et je comprends de mieux en mieux monsieur Danser. Mais revenons à notre sujet, voulez-vous? Eh bien, voilà. Après les obsèques de ma mère, c'est naturellement moi qui me suis mise à ranger ses affaires.
Dans l'armoire où elle rangeait ses médicaments, j'ai retrouvé le flacon de digitaline dont elle prenait quelques gouttes lorsqu'elle sentait son cœur fatigué. Or, ce flacon, que j'avais vu plein quelques jours auparavant, était plus qu'à moitié vide. Êtes-vous certaine que c'était bien le même flacon? Ah, certaine. Il n'y avait pas d'autre. Or, c'est à peine si ma mère en prenait 1 ou 2 fois par semaine et 4 à 5 gouttes seulement. Et le médecin? N'a-t-il marqué aucune surprise devant un décès aussi rapide? Non. Donc je l'ai entendu dire à mon père qu'il s'y attendait depuis quelque temps. Votre père était là? Une coïncidence heureuse a voulu que ma mère le trouve là en rentrant de voyage, oui. J'espère que vous n'allez pas... Non, rassurez-vous. Par contre, je suis obligé de vous demander si vous avez envisagé la possibilité d'un suicide. Il y a 3 raisons qui font que c'était impossible, monsieur. D'abord, les convictions religieuses de ma mère et son attachement pour nous. Ensuite, en admettant même l'impossible, elle aurait laissé un mot afin de nous éviter tout soupçon. Bien. Est-ce que votre mère avait de la fortune? Oh, cette maison et quelques petites rentes, c'est tout. Mon père a refusé sa part d'héritage et tout est revenu à ma sœur et à moi-même. Donc, cette disparition d'une assez grande dose de digitaline est le fait précis dont vous parliez. Et le reste, les coïncidences? Oh, c'est probablement sans rapport aucun et ce serait encore une longue histoire. Depuis 13 mois, je n'ai cessé d'y penser, mais maintenant que je m'avise d'en parler, je m'aperçois que c'est sans doute puéril. Eh bien, mais c'est déjà un résultat, il me semble. Mais en allant jusqu'au bout, vous finirez probablement par vaincre cette obsession. Oui. Oui, peut-être avez-vous raison. Il y a 2 ans, par l'intermédiaire d'une œuvre de secours, ma mère avait engagé une jeune femme pour l'aider à tenir la maison. Elle s'appelait Monitza Yassi, et son histoire était lamentable. Venue de je ne sais trop quel pays de l'Est, elle avait échoué dans un camp de réfugiés en Allemagne. Là-bas, elle avait fait la connaissance d'un soldat français qui se mit en tête de l'aider. Pour qu'elle puisse entrer en France, et peut-être aussi parce qu'il l'aimait sincèrement, il l'épousa. Malheureusement, son courage n'était pas à la mesure de ses bons sentiments, et il n'osa pas se présenter chez lui avec sa femme. Il la plaça donc ici, le temps, disait-il, de préparer sa mère et de l'habituer à cette idée. Continuez, je vous en prie. Au début, il écrivait régulièrement, disant que sa mère était malade et qu'il n'osait la brusquer. Plus tard, il écrivit d'un hôpital dont il ne donnait pas l'adresse et où il était, paraît-il, gravement malade. Et puis un beau jour, il demanda tout simplement à sa femme d'accepter le divorce. Comme ça, sans explication. Mais il parlait de sa mère, toujours, dont il dépendait et qui n'acceptait pas ce mariage avec une étrangère. Aujourd'hui encore, je ne sais s'il s'agissait d'un faux fuyant ou s'il était vraiment faible à ce point-là. Et que répondit sa femme? Oh, la pauvre. Seule au monde, dans un pays inconnu, elle était complètement anéantie. Sans compter qu'elle aimait sincèrement le Galouen, je crois. Malgré cela, ou peut-être même à cause de cela, elle aurait sans doute accepté le divorce si ma mère ne s'y était opposée. À la fin, voyant qu'il n'obtiendrait rien par correspondance, le Galouen arriva du fond de sa Bretagne. Le pauvre. Il était venu pour convaincre sa femme de divorcer, mais c'était compté sans ma mère. Ce fut finalement elle qui l'emporta et le décida à ramener sa femme chez lui. Et comme elle n'avait en lui qu'une confiance très limitée, elle décida également de les accompagner et de parler elle-même à Madame Le Galouen. Ce qu'elle fit. Malheureusement, oui. Elle revint si fatiguée de ce voyage qu'elle nous demanda d'en remettre le compte-rendu au lendemain. Hélas. Le lendemain, monsieur le commissaire, ma mère était morte. Et voilà toute l'histoire, mon bon mort. Denise a écrit là-bas pour annoncer la mort de sa mère, et Le Galouen a répondu par 3 mots de condoléances, et en excusant sa femme qui ne pouvait écrire en français. Et depuis, rien, silence total. Il n'a jamais répondu aux autres lettres de la petite. Qu'est-ce que ça prouve? Pas grand-chose, évidemment. Mais je serais tout de même curieux de savoir ce qu'est devenue la dénommée Monitza. Vous voulez que j'essaye de me renseigner à Quimper? Oui, je veux bien, mais discrètement. Hein? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons rien à faire là-bas. Comptez sur moi, patron. C'est tout? C'est tout. Sauf que j'attends toujours les autres renseignements que je t'ai demandés. Ah bah oui, c'est vrai, j'oubliais.
Eh bien, votre Denise du bord de l'eau s'appelle Jardier. Oui. Denise Jardier. Oui, ça, je sais, merci. Parle-moi plutôt du père. Ah ben, un drôle de coco, celui-là. Il passe sa vie aux courses et il a l'air d'en vivre assez bien. Les gars de la brigade le connaissent tous, mais aucun n'a jamais pu le prendre en défaut. Ah, bookmaker. Bah, probablement, oui. De l'avis des spécialistes, c'est un type qui ne prend pas de risques et qui fait son petit boulot aussi régulièrement qu'un fonctionnaire. C'est tout? Il vit depuis 10 ans avec une danseuse, Clarisse Demour, sans qu'on sache exactement lequel des deux entretient l'autre. Un bonhomme bizarre et pas bête à ce qu'on dit, mais très secret que personne ne connaît vraiment. Ouais. Est-ce que par hasard tu pourrais m'indiquer où ont lieu les courses aujourd'hui? À Hauteuil, patron. Et je peux même vous recommander très vivement Joséphine dans la 3e. Monsieur Jardier? C'est moi, oui. Mon nom est Gilles. Un instant. C'est pas vous qui parliez tout à l'heure avec le dénommé Boutel? En effet, Ah oui. bon, bah parfait. Si vous comptiez vous présenter incognito, c'est raté. Vos petits amis de la police, je les connais tous par cœur. Écoutez, non, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien à voir avec la brigade des jeux. Non. D'ailleurs, c'est la seconde fois de ma vie que je mets les pieds sur un hippodrome. Ah, vous avez tort, ce sont les seuls endroits où l'on respire encore à peu près. Mais l'Île-Adam, ce n'est pas mal non plus. Bon, Hein? Et Denise doit être une bien charmante compagne. mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ma fille vient faire ici? Doucement, monsieur Ah. Jardier. Non, mais... Alors, ne vous emballez pas. C'est dans son propre intérêt que je m'intéresse à votre fille. Écoutez, je désire tout simplement bavarder un peu avec vous. À propos? Il y a bien du monde par ici. Êtes-vous tenu de rester à cet endroit? C'est bon. Allez, venez par là. Alors? Asseyons-nous. Ça vous aidera à vous détendre. Mais je me détendrai si je veux. Dites-moi d'abord ce que vous me voulez, d'où vous connaissez ma Et fille. franchement, je comprends mal votre colère. Hein? Lorsqu'on laisse livrer à elle-même deux jeunes filles dont l'aînée est tout juste majeure, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle fasse quelques rencontres, non? Ah, vous avez raison. Pardonnez-moi. Et malgré les apparences, j'adore mes deux filles et je m'inquiète facilement. Je les surveille d'ailleurs plus que vous ne pensez. Je suis heureux de l'apprendre et je vous promets de le garder pour moi, monsieur Jardier. Ainsi que le reste, si cela peut vous rassurer. Le reste. Eh bien, disons, votre mode de vie, mademoiselle Clarisse, l'humour, etc., etc. Ouais, la bonne heure. Vous me paraissez renseigné, vous. Monsieur... Comment déjà? Gilles, commissaire Gilles. Ah. De la police judiciaire, pour tout dire. Fichtre. Aurais-je tué quelqu'un sans m'en apercevoir? Ah, sait-on jamais. Ça s'est déjà vu, hein. Je vous assure. Non, écoutez, monsieur le commissaire, je suis pas contre un peu de fantaisie, mais pas trop d'infos. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Quelques renseignements, si possible. À propos d'une certaine Modizza, épouse Le Gallouen. Allons, bon. Enfin, qu'est-ce qui lui est encore arrivé à cette pauvre gosse? Le Gallouen l'a tout de même pas tué, j'espère. Et pourquoi cette supposition? Bah, parce que j'ai vu ce type-là une seule fois et pendant une demi-heure. Mais que ça m'a suffi pour le croire capable de tout. Ceci dit, j'ai fort peu connu sa femme et je ne vois pas ce que je pourrais vous apprendre que vous ne sachiez déjà. Ma fille a dû vous en parler, non? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas, je cherche. Je suis navré d'avoir à raviver des souvenirs qui vous sont certainement pénibles. C'est pas vrai. Je sais que Madame Jardier est morte au lendemain d'un voyage à Quimper, après qu'elle eut accompagné Monizza et son mari, précisément. Oui, ma femme était condamnée à brève échéance, mais il est certain que la fatigue de ce voyage a encore précipité sa fin. Oui, je sais aussi qu'à son retour, elle n'a rien dit à votre fille de ce qui s'était passé là-bas. Oui. Mais j'ai pensé que peut-être elle en avait parlé avec vous. Oh non, je l'ai accompagnée jusqu'à sa chambre et je l'ai aidée à se coucher. Comme elle était très fatiguée, c'est moi-même qui ai insisté pour qu'elle ne parle pas. Vous vous entendiez bien avec votre femme? Ça vous étonne, n'est-ce pas? Ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que ma femme était une sainte. Tout simplement. Elle était intelligente. Elle m'aimait. Elle admettait que mon bonheur fut ailleurs.
Notez bien que mon bonheur, c'est une façon de parler, évidemment. En vérité, comme beaucoup d'autres, je suis allé chercher bien loin ce que j'avais sous la main. Donc, vous avez aidé votre femme à se coucher. Oui. Mais n'a-t-elle vraiment rien dit? Pas un mot à propos des Le Gallouen? Non. Non, elle se demandait comment cette histoire finirait. J'ai dit que nous en parlerions plus tard et je l'ai laissé. A-t-elle pris un remède, un somnifère? À cause de sa fatigue et conformément aux ordres du médecin, je lui ai fait prendre 5 gouttes de digitaline. Médicament efficace, évidemment. Mais il ne s'agit pas d'avoir la main lourde. Non mais, oh. Où voulez-vous en venir, vous? Non, pardonnez-moi, je pensais tout haut. Donc vous avez donné son médicament à votre femme. Et ensuite, n'a-t-elle pas... Enfin, n'a-t-elle rien dit avant que vous ne sortiez? Essayez de vous rappeler. Attendez, non. Oui. Oui, elle m'a demandé de mettre sur sa table de chevet un sandwich qui était dans son sac et qu'on lui avait préparé à Quimper. Pour si j'ai faim cette nuit, m'a-t-elle dit. Ensuite, elle m'a souhaité une bonne nuit et je suis parti. Un sandwich préparé à Quimper. Savez-vous s'il y a finalement touché? Non, je l'ignore. Enfin, vous ne pensez pas sérieusement que... Non, mais non. Je ne fais que noter certains détails, monsieur Jardier. Ah bon? Et j'attendrai sans doute d'en avoir quelques autres avant de me mettre à penser sérieusement. Comme vous dites. Alors, patron, cette Joséphine? Elle a franchi la ligne d'arrivée toute seule, mon moment. Ah! Oui, un peu après les autres, mais toute seule. Et vous l'aviez joué? Pas eu le temps, heureusement. Bien la peine que je vous donne des tuyaux. Ça, tu as raison. La prochaine fois, tu les garderas pour toi. Même s'ils arrivent de Quimper? Quoi, déjà? Un coup de veine, oui. Je suis tombé sur un certain commissaire Leven qui connaît personnellement le Gallouen et sa mère. Vas-y, je t'écoute. Alors, la mère est une vieille dure à cuire, mais très honorablement connue. Elle est veuve depuis plus de 20 ans et tient un petit commerce de confection. Rien à signaler. Et le fils? Yves-Marie, un peu buveur, un peu bagarreur et pas très porté sur le travail, mais jamais d'histoire grave. A fait la moitié de son service en Allemagne, a été réformé à la suite d'une pneumonie. N'a jamais été marié. Quoi? Je répète ce qu'on m'a dit là-bas. N'a jamais été marié. Monsieur? J'arrive de Paris, je voulais voir le commissaire Leven. Mon nom est Gilles. En effet, monsieur le commissaire, l'inspecteur Moreau nous a téléphoné ce matin. Ah, bon. Parfait. Alors, conduisez-moi, je vous prie. Pas ici, je vous en prie. Oui, entrez. Qu'est-ce que c'est? Le commissaire Gilles, monsieur le commissaire. Ah! Entrez, mon cher collègue, entrez. Ravi de faire votre connaissance. Moi de même, monsieur Leven. Mais j'eusse préféré que ma visite restât secrète. Pardon? L'inspecteur Moreau a dû vous dire que ma mission n'était qu'officieuse, non? Oh, aucune importance. Je serais ravi de vous aider. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Mais j'espère que vos hommes ne sont pas au courant de l'objet de ma visite. Ah, ce serait difficile, j'en sais rien moi-même. Enfin, maintenant que nous sommes entre nous, je ne pense pas que vous ayez fait 600 kilomètres pour me parler d'Yves Le Gallouen. Et pourquoi pas, mon cher collègue? Non, sérieusement? Eh oui. Vous le connaissez personnellement, paraît-il? Oui, oh, comme ci, comme ça. Je connais surtout sa mère, depuis pas mal de temps. Oui. Quel genre de femme? La vieille école, évidemment. Dure à la peine, âpre au gain. Elle mène encore tout son petit monde à la baguette. Et c'est quoi, son petit monde? Son père, qui vit encore, sa domestique, et surtout son fils. Oh, il a beau avoir une grande gueule, le Gallouen, devant sa mère, il file comme un agneau. Quel âge a-t-il? 24, au moins que ce soit 25. Et que fait-il? Rien.
Certains disent qu'il est condamné, qu'il fera pas de vieux os. Vrai ou faux, il en profite pour pas se fatiguer. Ouais. Et sa femme? Ah bah décidément, vous y tenez. Comme je l'ai dit à l'inspecteur Moreau, le Galwen n'a jamais été marié. Ah, si. Oh, bah de la main gauche alors, j'ai fait vérifier à l'état civil. Ça prouve que l'état civil n'est pas à jour, tout simplement. En Allemagne, tout de suite après avoir été réformé, Yves Le Galwen a épousé une demoiselle Monitza Yassi. Le mariage a été validé en France par décision du ministère de la Justice. Alors là, franchement, je tombe des nues. De plus, le Galwen a ramené sa femme à Quimper, il y a un peu plus d'1 an. 13 mois et demi exactement. Ici? Vous connaissez un autre Quimper, vous, dans le Finistère? Hein? Ça alors, c'est incroyable. C'est peut-être incroyable, mais c'est ainsi. Le Galwen et sa femme sont arrivés ici en compagnie d'une dame Jardier, le 21 mars de l'année dernière. Or, depuis ce jour, on a perdu toute trace de la jeune femme. Et Madame Jardier est morte. Un peu vite, peut-être. Vous voulez pas dire que... Non, pour l'instant, je cherche, mon cher collègue, je cherche. Je cherche la femme de Yves Le Galwen. Je vais le convoquer immédiatement. Ah non, surtout pas. Tout ce que je vous demande, c'est de veiller à ce que vos hommes ne bavardent pas. Je vais les prévenir, soyez tranquilles. Néanmoins, je vous signale que les nouvelles vont très vite par ici. Hein? Dans une ville où tout le monde connaît tout le monde, les secrets ne restent pas longtemps secrets. Ah, à la bonne heure, vous, au moins, vous n'avez pas trop d'illusions. Ah, que voulez-vous? Les secrets et l'anonymat, c'est bon pour Paris. Et encore. Ouais. Eh bien, dans ces conditions, vous seriez gentil de me faire conduire jusqu'aux abords de la boutique Le Galwen. Avec un peu de chance, je verrai peut-être mon homme avant qu'il ne soit prévenu. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Connaître le prix de cette veste de pêcheur qui est à l'aventure. De 5 à 6 000, selon les tailles. J'ai bien peur de ne plus avoir la vôtre. Si vous voulez attendre un instant, je vais voir tout de même. Je vous donne du mal. Oh, je suis là pour ça, monsieur. Non. Malheureusement, c'est bien ce que je pensais. Je n'ai plus que des tailles trop petites ou trop grandes pour vous, je regrette. Dommage, elle me plaisait bien. Je vous demande pardon, madame. Oui. Je ne voudrais pas être indiscret, mais j'ai aperçu votre nom sur la porte en entrant. C'est bien Le Galwen, n'est-ce pas? Oui. Vous ne seriez pas parent d'Yves-Marie Le Galwen, par hasard? C'est mon fils? Pourquoi? Ça, alors, c'est extraordinaire. Si je m'attendais... Vous êtes la maman d'Yves Le Galwen? Vous le connaissez? Je l'ai eu dans ma compagnie en Allemagne. Peut-être vous a-t-il parlé de moi? Mon nom est Gilles, capitaine Gilles. Non. Nous avons beaucoup regretté son départ prématuré. Comment est sa santé maintenant? Ouf. Il ne va pas très bien, monsieur. Est-ce qu'il est ici? Non. Il est en voyage. Oh, dommage. Peut-être est-il à Paris, non? Peut-être. Je ne sais pas. Vous voulez dire qu'en cas de nécessité, vous ne sauriez pas où le joindre? C'est généralement ce qui arrive lorsque les gens sont en voyage. Je lui ferai part de votre visite, il regrettera sûrement. Vous serez gentil, je vous remercie. Et sa jeune femme, comment va-t-elle? Vous dites? Monitza. Je ne me trompe pas, c'est bien son nom. Vous devez vous tromper, monsieur. Mon fils n'est pas marié. Mais c'est impossible, voyons. J'ai assisté au mariage et je les ai vus partir pour venir ici, à Quimper. Dans ce cas, il doit s'agir d'un autre Le Galwen. Nous ne sommes pas les seuls. Faut-il vous commander cette veste à votre taille? Malheureusement non, je repars ce soir pour Paris. Alors je regrette. Au revoir, monsieur. Eh bien, au revoir, madame, et pardonnez-moi pour cette méprise. Allô, Moreau? Écoutez-moi bien, mon vieux, et tâchez de faire vite. Le Galwen a flairé quelque chose, il m'a filé entre les pattes. Oui. Et comme sa femme semble bel et bien s'être volatilisée, je commence à m'inquiéter sérieusement pour Denise du bord de l'eau. Alors vous allez partir tout de suite pour l'île Adam. Et n'en plus bouger jusqu'à mon arrivée, c'est compris? Et si le Galwen se présente, débrouillez-vous comme vous voudrez, mais ne le laissez pas partir. Vous compris? Moi j'ai encore une petite visite à faire, mais je serai là demain matin. Voilà, à demain, mon vieux.
Monsieur de Galwen. Bonjour, mademoiselle Denise. Bonjour. Je suis à Paris pour voir un spécialiste, un docteur. Alors, j'ai pas voulu repartir sans pousser jusqu'ici. Ah, c'est gentil à vous, ça. Je pensais que vous nous aviez complètement oubliés. Oui, je sais. J'ai jamais répondu à vos lettres. C'est pas très poli. Seulement, vous savez ce que c'est? On remet du jour au lendemain, et puis moi, quand il s'agit d'écrire... Oui, bien sûr, bien sûr. Et Monitza, comment va-t-elle? Monitza? Comment? Vous ne savez pas? Quoi donc? Elle n'est pas venue vous voir? Mais non. Ah, ça alors? Ça m'étonne. Je peux entrer un instant? Oui, bien sûr. Et mademoiselle Anne, elle va bien? Ça va bien, oui, merci. Elle a beaucoup grandi. Elle n'est pas là? Non, elle est chez sa grand-mère jusqu'à demain. Oui, j'attends des visites qui doivent arriver d'un moment à l'autre et j'avais besoin de sa chambre. Ah, bon. En somme, je vous dérange? Oh, mais non, voyons, j'ai bien 5 minutes. Tenez, asseyez-vous. Et expliquez-moi pour Monitza. Je comprends pas très bien. Oh. Il n'y a pas grand-chose à dire, remarquez. Entre ma mère et elle, ça pouvait pas marcher. C'était impossible. Ah oui. Et puis, elle avait le mal de son pays. Elle voulait rentrer. Moi, n'est-ce pas? Je pouvais pas la retenir de force. Bien sûr. Je lui ai donné un peu d'argent et elle est venue à Paris pour les formalités. C'est pour ça que je suis étonné que vous l'ayez pas vue. Elle m'avait dit qu'elle viendrait jusqu'ici. Peut-être qu'elle sera venue un jour que vous n'étiez pas là. Oh, alors laissez un mot. Ah, oui. Peut-être bien aussi qu'elle n'aura pas eu le temps. Quand on commence avec toutes ces démarches officielles, on n'a jamais fini. Oui, bien sûr. Vous avez divorcé? Oh non, c'est trop de complications. D'ailleurs, avec ma santé, je ne risque pas de vouloir me remarier. Vous êtes toujours malade? Ah, il paraît même que ça s'arrange pas du tout. Ah. Oh, remarquez, un peu plus tôt, un peu plus tard... Mais pourquoi parlez-vous ainsi? On vous soigne, non? Oh, oui. Mademoiselle Anne, elle revient demain, vous avez dit? Je pense que oui. Pourquoi? C'est complètement idiot. J'avais promis de lui rapporter des crêpes quand je reviendrai et voilà que je les ai oubliées. Ah, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. C'est à Paris, à l'hôtel, que je les ai oubliées. Si vous voulez, je pourrais vous les apporter demain. Oh, mais non, voyons, c'est très gentil à vous, mais vous n'allez pas revenir exprès pour ça. Ça vous ennuie que je revienne? Mais pourquoi est-ce que ça m'ennuierait? Je ne sais pas. On dirait que je vous fais peur. Peur? Mais c'est complètement stupide, voyons. Oui, peut-être. Mais les gens ont tellement vite fait de se faire des idées. Je ne vous comprends pas. De quel genre, de quelles idées parlez-vous? Oh, je ne pense à rien de spécial, notez bien. Seulement, vous êtes là à me parler de ma femme. Et je me dis tout d'un coup que si quelqu'un venait me demander son adresse, je ne pourrais même pas la donner. Mais je ne vois pas très bien qui pourrait s'inquiéter d'elle. Elle ne connaissait personne. Ah oui, évidemment. Bon. Eh bien, je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Bon. Alors, je repasserai demain pour mademoiselle Anne et pour les crêpes. Elles sont fameuses, hein. Vous verrez, ma mère les a faites spécialement. Encore un peu de thé, monsieur le commissaire? Volontiers, oui. Et je prendrai aussi l'un de vos petits gâteaux, car j'ai dans l'idée que les crêpes n'arriveront plus. Franchement, j'aimerais autant. Je sais bien qu'avec vous, je n'ai rien à craindre, mais ce garçon me met mal à l'aise. Hier, vraiment, j'ai eu peur. Oui, je regrette que Moreau soit arrivé trop tard.
Par contre, je ne suis pas comme vous. Je préférerais que Le Gallwen revienne. En attendant, si vous le permettez, j'aimerais vous poser encore une question. Lorsque vous êtes entré dans la chambre de votre mère, le matin de sa mort, il y avait un sandwich sur la table de chevet, n'est-ce pas? Oui. Y avait-elle touché? Non, je ne crois pas. Mais comment connaissez-vous ce détail? Oh, c'est très simple, mademoiselle. Depuis la dernière fois que je vous ai vu, j'ai fait la connaissance de monsieur votre père. La police sait donc le trouver? Non, non, pas du tout. Que vous cherchez? J'ai su où il travaillait, simplement. Ah bon? Mais quelle importance, ce sandwich? Non, aucune, puisque votre mère n'y a pas touché. Je tenais simplement à m'en assurer, c'est tout. Ah bon. Vous avez trouvé quelque chose à Quimper? Je pense que oui. Cependant, il m'est difficile de rien avancer avant d'avoir rencontré Yves Le Gallwen. Il s'agit de Monitsa, n'est-ce pas? Oui. C'est probablement une bien triste histoire. Lorsque vous en saurez le fin mot et que vos inquiétudes seront apaisées, le mieux sera de l'oublier rapidement. Je crois que M. Dansaert me demande que vous y étiez. Oui. Oui, sans doute avez-vous raison. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Je le fais entrer ici? S'il vous plaît, oui, oui. Bien. Mais, s'il vous plaît. Oui. N'oubliez pas que je ne suis qu'un ami de passage. Et ne me donnez pas du commissaire. Non, 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 rassurez-vous. Ah! Bonjour, monsieur Le Gallwen. Bonjour, mademoiselle Denise. Vous voyez, je tiens ma promesse. Ah, c'est gentil à vous, ça. Entrez. Je suis justement en train de prendre le thé avec un ami. Ah bon? Vous n'êtes pas seul? Mais ça n'a aucune importance, venez. Ah mais non, non. Non, alors je ne vais pas vous déranger, ce n'est pas la peine. Mais si, voyons. D'ailleurs, ce monsieur est sur le point de partir. Entrez. Décidément, cher ami, c'est toujours des visites. Voici monsieur Le Gallwen, de Quimper. Monsieur Gilles. Monsieur? Monsieur Gilles, hein? Vous ne seriez pas un peu capitaine, par hasard? Je l'ai été, monsieur Le Gallwen. Mais pas dans ma compagnie, toujours. Je ne vous remets pas du tout. Eh bien, c'est étrange, voyez-vous. Mais moi, je vous reconnais. Car vous ressemblez étonnamment à votre grand-père, monsieur Le Gallwen. Désolé, mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous m'excuserez, mademoiselle Denise, mais je dois rentrer à Paris pour prendre mon train. Voici les crêpes que je vous avais promises. Merci. Merci beaucoup, monsieur Le Gallwen. Si vous voulez profiter de ma voiture, je vais justement à Paris. Non, non, merci. Mais, quoi, je croyais que vous étiez pressé. Oh. Et puis après tout, pourquoi pas? Je vous dis adieu, mademoiselle Denise. Et vous donnerez le bonjour pour moi à mademoiselle Anne. C'est promis, et je lui garderai les crêpes. Au revoir, monsieur Le Gallwen. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt. Je reviendrai sans doute avec monsieur Dansaert. Entendu. Au revoir, monsieur Gilles. Ah, dites-moi, surtout, ne touchez pas aux crêpes. Ah bon? Non, je ne pense pas qu'il y ait danger, mais on ne sait jamais. Voilà, je suis à vous, cher monsieur. Eh oui, mademoiselle Jardier est une jeune personne bien charmante. Oui. Oui. C'est vrai. Mademoiselle Denise est une gentille fille. Dommage qu'elle ait peur de moi. Sans doute est-ce dommage, mais ce n'est peut-être pas sans raison. Vous êtes de la police, hein? Judiciaire, oui, commissaire Gilles. Et vous m'emmenez? Je ne sais pas encore. Cela va dépendre de vous. Et votre femme, monsieur Le Gallwen, elle n'a jamais eu peur, elle? Je comprends pas. Allô. Vous avez paru soulagé lorsque vous avez su que j'étais de la police. Alors ne revenons pas en arrière, voulez-vous? Où est votre femme, monsieur Le Gallwen? Elle est restée que quelques jours à Quimper. Elle est repartie dans son pays. Non. Elle n'aurait pu le faire sans demander un visa. Et aucune demande n'a jamais été déposée. Et pourquoi un visa? Puisqu'elle était... Grâce à vous, elle était française. Vous tenez vraiment à compliquer les choses.
Je sais pas. Est-ce que je peux savoir qui a porté plainte? Personne. Il est des cas où la justice peut se mettre en marche toute seule. Elle arrive un peu tard, votre justice. Parce que même si j'avais des comptes à lui rendre, j'en aurais sûrement plus le temps. 6 à 8 mois qu'on me donne. Et encore, il faudrait que j'entre à l'hôpital. Et vous prétendez ne pas avoir de compte à rendre? Peut-être que si, quand même. Mais sûrement pas ceux que vous croyez. Qu'avez-vous fait de votre femme, le Galouen? Bon. Très bien, comme vous voudrez. Nous allons retourner chez vous et explorer un peu le verger de votre grand-père. Hein? Hier, le pauvre homme tremblait que je ne sois venu pour cela. Vous pensez que je l'ai tué, hein? Non, je pense que votre femme est morte et qu'elle est enterrée chez votre grand-père. Pour le reste, si vous voulez bien cesser de mentir, je suis prêt à entendre vos explications. Oh, ça vaut mieux, oui. Parce que malgré vos airs, j'ai l'impression que vous n'y comprenez pas grand-chose, hein? J'en sais suffisamment pour parvenir à la vérité, mais je reconnais que vous pouvez me faire gagner du temps. J'ai entendu ce que vous disiez à la petite, pour les crêpes. En somme, vous avez tout bonnement cru que je voulais l'empoisonner, non? Sait-on jamais. Hein? Madame Jardier est morte bien vite après avoir quitté Quimper. Elle a même failli mourir dans mes bras, la pauvre. Et si son cœur n'avait pas lâché, je crois bien qu'elle se serait battue avec ma mère. Pourquoi? Pourquoi? Et vous l'avez pourtant vue, ma mère, non? Et après? Oh, après, rien. Avec elle, j'ai toujours eu 12 ans. Et le grand-père aussi, tremblait comme un gamin. Ah, c'est vous dire que cette pauvre Madame Jardier n'était pas de taille. Dans un sens, c'est peut-être bien ma mère qui l'a tuée. Mais je crois pas qu'on puisse la condamner pour ça. C'est peu probable, en effet. Continuez, je vous en prie. Quand je suis arrivé devant ma mère, avec Monitsa, j'ai lu la mort dans ses yeux. J'ai compris que j'avais commis une bourde monumentale. Mais c'était trop tard. Jamais j'aurais dû l'emmener, seulement... Seulement quoi? Je l'aimais, monsieur le commissaire. Probablement que vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Je l'aimais. Pourtant, vous l'avez laissé tuer. Non, enfermé seulement. Enfermé? Chez le grand-père, oui. Ma mère l'a conduite le premier soir, la nuit est venue. Et personne n'a jamais su qu'elle était là. Et vous avez laissé faire? Sans un sou, malade, incapable de travailler. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Discuter avec ma mère, c'était impossible. Je pouvais tout de même pas la tuer. Alors? Elle voulait seulement que j'obtienne le divorce. Elle disait qu'après avoir été enfermé le temps qu'il faudrait, ma femme finirait par signer tous les papiers nécessaires. Mais bon sang, puisque vous n'osiez pas affronter votre mère, vous auriez pu au moins prévenir la police, non? J'y ai pensé. Et même, probablement, je l'aurais fait. Monitsa ne m'en a pas laissé le temps. À croire qu'elle avait prévu ce qui arriverait, monsieur le commissaire. Car avant de quitter Madame Jardier, elle lui avait volé un médicament. Quelque chose de dangereux. Digitaline. Oui, c'est ça. Un matin, le grand-père l'a trouvée morte. Elle avait tout avalé. Évidemment, c'est une explication. Et qui vous arrange. Mais le juge d'instruction ne l'acceptera pas forcément. Monitsa, c'était une fille très bien, vous savez. Elle a laissé une lettre où elle explique tout ça. Un peu en français et aussi dans sa langue. Elle voulait pas qu'on puisse nous soupçonner. Mais alors, dans ce cas, pourquoi n'avoir pas prévenu les autorités? Mais c'est bien ce que je disais, vous ne comprenez pas. Ma mère ne voulait pas la mort de ma femme. Ce qu'elle voulait, c'est que personne ne sache. Morte ou vivante, ça ne changeait rien. Personne ne devait savoir. Et personne n'a su.
Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle des derniers livres qu'elle a lus pour vous. Au cours de ses derniers romans, Carter Brown s'était avisé de s'en remettre pour résoudre diverses intrigues criminelles à l'astuce d'un couple de détectives assez original. Certes, le couple ne manque pas dans la littérature policière, à commencer par le plus célèbre de tous, celui de Bertha Coole et de Donald Lamb. Néanmoins, l'association de Johnny Rio et de Mavis Sedlist est à la fois fructueuse et divertissante. Dans le dernier Carter Brown, intitulé hélas Mavis Davis, nous allons donc retrouver Mavis et Johnny en proie cette fois à des difficultés personnelles tant financières que sentimentales. Les difficultés financières vont se résoudre car une superbe veuve nommée Fiona Van Bruten vient prier Johnny d'accepter moyennant $1000 une mission de surveillance dans une île au large de la Floride où elle compte recevoir des amis, ce qui implique d'ailleurs que cette réception pourrait être agitée. Malheureusement, l'invitation ne s'étend pas à Mavis, laquelle entre en fureur, car elle a pu constater que Madame Van Bruten est non seulement belle, mais volcanique, et que Johnny ne lui est pas du tout indifférent. Johnny s'éloigna donc seul, brouillé avec Mavis. Mais dès son arrivée dans la station balnéaire de Flamingo, point de départ de l'unique vedette qui assure le service de l'île, il se trouve en fâcheuse posture. Deux Malabars, résolus semble-t-il à ce qu'il ne remplisse pas sa mission, commencent par le malmener, ensuite le font mettre en camisole de force dans une clinique psychiatrique. La secrétaire de Madame Van Bruten, la jolie Hélène Dorn, le délivrera de sa geôle et l'emmènera dans l'île rejoindre les autres invités. Mais le séjour va tourner très rapidement au tragique. Johnny apprend que Fiona essaie de mettre fin, moyennant finance, à une tentative de chantage exercée par le gardien de la propriété. Mais on retrouve celui-ci assassiné et l'argent de la rançon a disparu. Bien entendu, Mavis est parvenue à rejoindre Johnny, fort opportunément d'ailleurs. Elle pourra d'autant mieux exercer ses talents qu'un cyclone effroyable se déchaîne et que les invités sont bloqués dans la villa sans pouvoir en sortir avec la douce certitude qu'il y a un assassin parmi eux. On peut faire confiance à Carter Brown pour mêler à la tragédie de la situation la drôlerie et la vivacité de ses dialogues. Mavis Davis par Carter Brown est publié dans la série noire Gallimard. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Ce n'est pas sans émotion que l'on voit au générique d'un film le nom du metteur en scène Jean Becker. C'est le fils de Jacques, qui, parmi la nouvelle vague de 40, était l'un des plus brillants sujets. Pendant près de 20 ans, Jacques Becker réalisa plusieurs des films les plus intéressants du cinéma français. Pour Le Trou, qui fut sa dernière œuvre, il avait pour assistant un jeune homme de 26 ans, son fils Jean Becker. Celui-ci fut donc à bonne école, et l'on s'en aperçoit quand on voit le premier film dont il signe la mise en scène, un nommé La Rocca. L'amitié fraternelle que l'on éprouvait pour son père nous incite à la plus grande franchise à l'égard de Jean Becker. Nous voudrions n'avoir que des compliments à lui faire, d'abord parce qu'il est jeune, qu'il débute, et aussi en souvenir de son père. Des compliments d'ailleurs il en mérite. Il montre avec son premier film des qualités réelles de metteur en scène, et qu'il ait subi des influences, et en tout premier lieu celle de son père. C'est naturel. Celle de Jacques Becker particulièrement lui a donné le goût de la précision, d'une certaine vérité cinématographique, d'une justesse de ton qui colle à l'histoire qu'il raconte. Cela est bien, et plein de promesses. En revanche, ce que nous devons bien dire à Jean Becker, et nous le lui disons très amicalement, c'est qu'il est insensé de choisir un pareil scénario. Un nommé La Rocca est tiré d'une œuvre de José Giovanni ayant pour titre L'excommunié. On comprend que Jean Becker, par un sentiment de piété filiale, ait choisi cet auteur qui avait donné à son père le scénario de son dernier film, Le Trou. Malheureusement, le sujet de La Rocca est aussi dépourvu d'intérêt qu'il est possible. C'est une histoire de truand, et pour parler le langage de ces messieurs, disons que l'on cherche à nous refaire le coup de l'amitié entre deux gangsters. C'est le même sujet que Touchez pas au Grisby, d'ailleurs, que Jacques Becker avait tourné d'après le roman d'Albert Simonin. L'amitié qui unissait Max le menteur à Riton chez Simonin, unie dans le récit de José Giovanni
Larocca à un certain Adé. Le jeune Jean Becker n'est pas parvenu, et on ne saurait le lui reprocher, à surmonter la platitude énorme du sujet. Rien n'est perdu pour lui toutefois, mais nous le supplions d'être à l'avenir plus strict dans le choix des scénarios qu'il tournera, et de ne plus s'en remettre à d'aussi grossières fabrications. Jean-Paul Belmondo et Pierre Vanek, qui ne sont pas très bons, semblent eux-mêmes écœurés par les personnages de fantoches qu'on leur fait jouer. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Denise du bord de l'eau, un film radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Jacques de Crest, avec Michel Piccoli, Paul Leperson, Pierre Delbon, Martine Sarcey, Henri Poirier, Georges Aminel, Germaine Kerjean, Jean-Jacques Aslanian. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Robert Lavoignat. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard.